Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons voir comment calculer des aires avec la méthode de Monte-Carlo, c'est-à-dire en utilisant le hasard. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de la version 5 de GeoGebra qui inclut le plugin Jython qui va nous permettre d'utiliser du code Python directement dans GeoGebra, ce qui va nous permettre d'interagir plus facilement avec le logiciel. Donc pour cette vidéo, nous allons calculer l'aire d'une courbe. Donc pour commencer, on va demander à l'utilisateur d'entrer l'équation de cette courbe en lui faisant saisir A, B et C. Ensuite, on va essayer d'encadrer l'aire de la courbe que l'on veut calculer, comme on peut le voir là avec ce rectangle, pour enfin placer des points aléatoirement dans ce rectangle-là et en déduire l'aire de la courbe en fonction du nombre de points qui seront placés dans la courbe et du nombre de points qui seront placés en dehors de la courbe. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier. Et pour accéder à ce code Python, il vous faut cliquer sur Affichage, Python, et aller dans l'onglet Events. C'est ici que l'on va écrire notre code Python. Et l'onglet Events va nous permettre de lancer ce code lorsque l'utilisateur cliquera ou survolera un objet. En l'occurrence, dans notre cas, ce sera lorsque l'utilisateur cliquera sur un bouton démarrer. Donc, créons ce bouton. Propriété. Voilà. Donc pour commencer, voilà, donc bouton, il faut aller dans Python. Donc pour commencer, on va initialiser A et delta à 0. Puis on va demander à l'utilisateur de saisir A, B et C avec A différent de 0 et delta supérieur à 0. Alors pourquoi A doit être différent de 0? Parce que si A est égal à 0, on n'aura plus une courbe mais une droite. Et pourquoi delta doit être supérieur à 0? Parce que si delta est inférieur ou égal à 0, la courbe aura soit un point, soit aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses, ce qui entraînera une aire à calculer infinie. Donc créons la boucle tant que pour le delta, pour avoir delta positif, puis créons la boucle pour avoir A différent de 0. Donc pour que l'utilisateur entre des valeurs, il nous faut utiliser input. Et vous avez remarqué que devant input, j'ai mis int qui va permettre de convertir ce que l'utilisateur a écrit en un entier, car par défaut, l'ordinateur croit que ce que entre l'utilisateur est une chaîne de caractères, et sur une chaîne de caractères, on peut faire aucun calcul. Donc une fois qu'on est sûr d'avoir un A différent de 0, on va demander à l'utilisateur de saisir B et C. Là, les valeurs de B et C n'ont aucune importance. Et une fois A, B et C entrés, on va calculer delta. Donc delta c'est B au carré, soit B fois B, moins 4 fois A fois C. Et là, si on a un delta inférieur ou égal à 0, le programme va redemander à l'utilisateur de saisir A, B et C. Donc, une fois qu'on a notre delta et qu'on a A, B et C, les bonnes valeurs pour A, B et C, on va calculer l'abscisse des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses et l'abscisse de l'extrémum de la courbe. Donc, l'abscisse du premier point d'intersection, qu'on va appeler XA, c'est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, pour utiliser la racine carrée, la fonction racine carrée, il va falloir importer une bibliothèque grâce au mot-clé import. Donc elle s'appelle la bibliothèque math, donc import math. Et dans notre code, pour l'utiliser, il va falloir donc spécifier le nom de la bibliothèque, donc math, puis mettre un point, puis mettre le nom de la fonction. Donc on veut une fonction racine carrée, donc en anglais c'est square root, donc la fonction s'appelle sqrt, donc c'est la racine carrée de delta. Puis on divise le tout par 2 fois A. Donc l'abscisse du deuxième point d'intersection, donc XB, c'est la même que celle de XA, sauf que c'est pas moins B moins racine de delta sur 2A, mais moins B plus racine de delta sur 2A.
Et enfin, on calcule l'abscisse de l'extrémum que l'on va appeler m. Donc l'abscisse, ça sera x de m, xm. Et l'abscisse, c'est moins b sur 2 fois a. Maintenant, traçons la courbe grâce à la fonction function qui va prendre en paramètre une fonction, enfin l'équation de la fonction de la courbe, l'équation de la courbe plutôt. Donc, il va nous falloir définir une fonction que l'on va appeler f de x. Donc, ça va être la fonction qui représente notre courbe. Et cette fonction va retourner l'équation de la courbe, c'est-à-dire a fois x plus b fois x plus c. Et ensuite, il faut appeler cette fonction, donc en utilisant function et en mettant en paramètre f. Donc là, si on teste le code, donc on va cliquer sur save pour enregistrer, et si on teste le code, voilà, alors il faut juste que voilà, si on teste le code, donc il nous demande a, donc je vais faire exprès par exemple de mettre 0, on voit qu'il nous redemande a, donc on va changer, on va mettre par exemple 3, on va mettre 4, et là, on a un delta positif. Ah oui, donc là, il y a une petite erreur, c'est que l'initialisation de a, il faudrait la faire juste avant la boucle, juste avant le temps que a égale 0, parce que, imaginons qu'on ait un redemandé a, b et c, ben le a aurait déjà été défini la première fois, donc il serait plus redemandé. Donc il faudrait le réinitialiser à chaque fois que l'on demande un delta supérieur à 0. Donc là, on va recommencer, on enregistre, on lance le programme. Je vais faire exprès de prendre des valeurs supérieures à 0 pour avoir un delta positif. Donc on voit qu'il nous redemande A. Donc si je mets 0, bon, on a à nouveau. On va prendre ces valeurs-là. Et là, il nous trace la courbe. Maintenant, il nous faut tracer le rectangle qui va encadrer l'aire de la courbe que l'on veut calculer. Alors, pour commencer, on va essayer de définir la hauteur et la largeur de ce rectangle. Donc la largeur, c'est tout simplement la valeur absolue de la différence entre x1 et xb, c'est-à-dire les deux points d'intersection. Donc pour ça, on va avoir besoin d'utiliser la fonction de la bibliothèque fabs, donc valeur absolue. Donc valeur absolue de xa moins xb. Et la hauteur, elle correspond tout simplement à l'ordonnée de l'extrémum, c'est-à-dire à a fois xm plus b fois xm plus c. Ensuite, on va définir les 4 points, enfin on va plutôt placer les 4 points sur le graphique, les 4 points du rectangle. Donc, pour cela, on va utiliser la fonction point, donc qui prend deux paramètres, l'abscisse ordonnée. Donc le premier point, le point A qui se situerait ici, aurait pour abscisse xa, pour ordonnée 0. Le point B aurait pour abscisse xb, pour ordonnée 0, donc il se situerait ici. Le point C aurait pour coordonnée xb aussi, et pour ordonnée h, xb h, et le point D aurait pour abscisse, donc qui se situerait ici, aurait pour abscisse xa, et pour ordonnée h. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va cacher le point, parce que ça va encombrer le graphique. Donc pour cacher le point, il faut utiliser la méthode visible. Donc on fait le nom du point, point visible, est égal à false avec un F majuscule. Donc on va faire ça pour les 4 points. On renomme les points C et B et on trace le polygone. Le polygone A, B, C, D. Donc là, si on reteste, on enregistre, bon je crois que ça enregistre automatiquement. Bon, j'enregistre quand même, hop, démarrer, on prend la même équation, et voilà. Là, on a
le rectangle qui encadre la courbe qui a été tracée. Nous venons donc de tracer la courbe et de tracer le rectangle qui encadre l'aire de la courbe que l'on veut calculer. Il nous faut maintenant placer les points à des endroits aléatoires dans le rectangle. Donc pour cela, on va demander à l'utilisateur de nous donner le nombre de points qu'il veut placer dans le rectangle. Donc on va encore utiliser input. On va demander saisir par exemple le nombre de points aléatoires. Il vaut mieux pas mettre d'accent parce que ça pourrait ça cause des problèmes d'affichage. Et bien sûr, on convertit l'entrée de l'utilisateur en nombre. On va aussi initialiser une variable que l'on va appeler compte. On va l'initialiser à 0 et cette variable va nous permettre de compter le nombre de points qui se situeront à la fois dans le rectangle et dans la courbe. Il nous faut maintenant créer une boucle pour qui va nous permettre de générer n points à coordonnées aléatoires. Donc, on va créer une boucle pour i allant de 0 à n exclus, c'est-à-dire pour i allant de 0 à n-1. Et donc, pour chaque point, nous allons leur attribuer des coordonnées, c'est-à-dire une abscisse et une ordonnée aléatoires. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin d'importer une bibliothèque, ça s'appelle la bibliothèque random. Donc, qui comporte plein de fonctions qui génèrent des nombres aléatoires, et celle qui nous intéresse s'appelle uniforme. Elle va nous permettre de générer un nombre aléatoire à virgule entre deux nombres. Et donc, comme nous voulons, pour abscisse au point à coordonnées aléatoires, nous voulons que cette abscisse soit comprise entre ce segment-là et ce segment-là. On va prendre comme borne de uniforme, on va prendre XA et XB. Pour l'ordonnée de ce point-là, on va faire la même chose, sauf que l'ordonnée doit être comprise entre ce segment-là et ce segment-là. Du coup, les deux bornes seront 0 H. On va maintenant tracer donc le point. Donc pour ça, on va l'appeler P. On va tracer le point qui aura donc pour coordonnées XR, YR. Et cette fois-ci, on ne va pas le cacher puisqu'on veut le voir. Et il faut maintenant se demander comment déterminer si le point se trouve dans la courbe. Donc pour ce faire, on va comparer l'ordonnée du point à coordonnées aléatoires. On va la comparer, cette ordonnée, à celle du point qui aurait la même abscisse mais qui se trouverait sur la courbe. Donc c'est-à-dire, imaginons qu'on ait un point à coordonnées aléatoires qui se trouve ici. Le point qui aurait la même abscisse mais qui se trouverait sur la courbe se trouverait là. Donc, pour que le point à coordonnées aléatoires se trouve dans la courbe, il faudrait, si A est supérieur à 0, il faudrait que son ordonnée soit supérieure à celle du point qui se trouve sur la courbe. Et inversement, si A est inférieur à 0, il faudrait que l'ordonnée du point à coordonnées aléatoires soit inférieure à celle du point qui se trouverait sur la courbe. Calculons donc l'ordonnée du point qui se trouverait sur la courbe. Donc cette ordonnée correspond, on va l'appeler YP. Donc cette ordonnée correspond à A fois XR plus B fois XR plus C. Maintenant, comparons YR et YP. Donc cette comparaison revient à écrire la condition suivante. Si A est supérieur à 0 et YR supérieur à YP or A inférieur à 0 et YR inférieur à YF, alors on va incrémenter compte, c'est-à-dire on va lui ajouter 1. Et pour ça, il y a une facilitation de la syntaxe en Python. On peut écrire plus égale 1, ce qui revient à écrire compte est égal à compte plus 1. Et pour différencier les points qui se trouvent à l'intérieur de la courbe et ceux qui se trouvent en dehors, on va modifier la couleur de ce point-là. Donc on écrit point P, point color est égal à color avec un C majuscule, point red.
Donc maintenant, retestons le programme. Donc j'enregistre. On clique sur démarrer. Bon, attendez, juste il faut que je supprime les points qui ont été créés précédemment. Je supprime la courbe. Et on relance le programme. On prend par exemple 5, je sais pas moi, 6, moins 5 pour avoir un delta négatif. Et on attend un tout petit peu. Voilà, donc, et là il nous demande de saisir le nombre de points aléatoires que l'on veut. On va en mettre 20 pour commencer. Et il faut attendre encore un tout petit peu pour qu'il place les points. Voilà, donc les points ont été placés dans le rectangle. Et on peut voir qu'en bleu sont les points qui sont tombés en dehors de la courbe, et en rouge ceux qui sont tombés dans la courbe. Donc la boucle a permis de générer donc 50 points à coordonnées aléatoires, et une fois qu'on a ces 50 points, on peut calculer l'aire de la courbe que l'on trouve. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler R trouvé, et cette variable, eh bien, donc, elle va être égale tout simplement au rapport entre les points qui sont tombés dans la courbe et ceux qui sont tombés en dehors fois l'aire du rectangle. C'est-à-dire donc compte divisé par n fois h fois L. Bon, maintenant qu'on a cette valeur, il faudrait quand même l'afficher. Ça serait bien de l'afficher pour qu'on puisse voir très facilement, par exemple ici, le résultat. Donc pour l'afficher ici, il faut insérer du texte dans le graphique. Donc on va insérer tout d'abord 3 champs de texte. Le premier, ça sera le compteur. Le deuxième, c'est l'aire trouvée. Toujours pas d'accent, hein. L'aire trouvée. Et le dernier, ça va être l'aire que l'on doit trouver. Donc l'aire à trouver. Parce qu'il existe une formule qui permet de calculer l'aire d'une courbe. Et donc on va vérifier avec cette formule la précision de la méthode de Monte-Carlo. Donc on va juste modifier leur nom. Lui c'est le compteur. On va l'appeler R trouvé. Et le dernier R à trouver. Donc au début du script, on va initialiser ces champs. Donc juste je vais les placer correctement pour que ça soit plus lisible. Voilà, donc il nous faut initialiser les champs à chaque démarrage de script. Comme ça, si on relance le script, les champs seront remis à 0. Donc pour cela, on va utiliser le $, qui permet de dire à GeoGebra que ce n'est pas une variable, mais un objet qui se trouve dans le graphique, un objet GeoGebra. Et donc on va sélectionner notre champ en mettant $, son nom, donc $compteur, et on va l'initialiser avec compteur 0. On fait la même chose pour R trouvé. R trouvé, on la met à 0. Et on fait encore la même chose pour l'aire à trouver. R à trouver. Et ces valeurs, on va les modifier ensuite à la fin du programme, lorsqu'on aura généré les 50 points. Et donc, on va remplacer là le 0 par les valeurs. Donc, pour compteur, ça va être compte. Vous avez remarqué que là, j'ai mis un str à la place de int au début. Str, ça va permettre de faire le contraire, c'est-à-dire de passer d'un entier à une chaîne de caractères. Ensuite, on remplace le 0 de R trouvé avec la variable R trouvé, puis on met la valeur de l'aire à trouver que l'on peut obtenir grâce à la formule delta à la puissance 1,5 divisé par 6 fois A au carré. Donc là aussi on met str, je l'ai oublié d'ailleurs pour l'aire à trouver, on met str et on écrit la formule. On va encore avoir besoin d'appeler la bibliothèque math et là ça sera en l'occurrence la fonction pow qui signifie power, qui signifie puissance.
Donc ça va être puissance, donc ça va être delta à la puissance 1,5, on ferme la parenthèse, divisé par 6 fois A fois A. Voilà, et on referme la parenthèse pour le STR. Donc là, il nous faut supprimer tous les points. Ça met un peu de temps à chaque fois, pour c'est l'inconvénient un peu. Ça met du temps. On supprime la courbe et on peut relancer le programme. Alors là, il y a un petit problème. Ici, en fait, si vous voulez, c'est un debugger. Ça explique les erreurs qu'il y a dans le code. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, ok. Là, il dit, là, lorsqu'on a écrit ça, on a dit que le compteur, c'était du texte. Or, c'est pas vrai. Le compteur, c'est pas un texte, c'est un objet. Il faut juste dire que le texte de l'objet, c'est compteur de point 0. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rajouter texte, point texte, après chaque objet donc de type texte, comme ça, pour dire que le texte de cet objet-là, c'est le texte qui vient après. C'est la chaîne de caractères qui vient après. Donc, ici aussi, il faut le modifier. Texte. Et là, normalement, si on enregistre et qu'on relance le programme, ça fonctionne. Donc, on voit que les champs ont été remis à 0, ont été redéfinis comme ici. On rentre un A, par exemple 10, un B, par exemple 5, et un C, moins 4, ouais, par exemple. On attend un petit peu. Voilà. Le programme nous demande le nombre de points aléatoires que l'on veut. On va mettre par exemple 50. Alors ça va mettre un peu plus de temps pour être généré. Hein. Voilà, donc les points ont été placés dans le rectangle, en dehors ou à l'intérieur de la courbe. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. Et les compteurs, même s'ils sont déplacés, je sais pas pourquoi, les compteurs ont été aussi mis à jour. Donc par exemple là sur les 50 points qui ont été placés, il y en a 36 qui sont situés à l'intérieur de la courbe. Donc ici 36. L'air trouvé, si on fait le rapport, elle est de moins 4,5 environ. Et l'air qu'il faut trouver, c'est 4,1. Bon, là, c'est une valeur positive si vous voulez, parce que delta est positif et que c'est A au carré. Mais normalement, l'air à trouver est négative. Et on voit que la marge d'erreur est de 0,3, on va dire environ 0,33. Et que plus vous allez mettre de points, et plus cette marge d'erreur sera minime. Donc voilà, vous savez maintenant comment calculer des airs avec la méthode de Monte Carlo.